Hein. Apparemment, je crois qu'on parle de plus en plus d'une manifestation encore de l'opposition. Hein. De quoi s'agit-il, docteur Fayamino? Oui, pour la petite histoire, Jacques, vous vous rappelez que depuis ces longs mois, nous sommes en train d'évoluer dans un langage de sourds avec le gouvernement, avec les autres institutions. Tout a commencé en avril dernier, lorsque nous avons constaté que le pouvoir du professeur Alpha Condé s'engageait dans un certain nombre de dérives. Nous avons écrit au ministre de l'Administration du Territoire pour demander un dialogue direct et essayer de relever ces quelques faiblesses qui avaient commencé à apparaître. Nous avons été ignorés. Le 29 du même mois, nous sommes revenus à la charge pour envoyer une lettre au Premier ministre cette fois. Également, nous avons été ignorés. Mais puisque nous sommes des gens responsables qui tenons à la paix dans ce pays, nous avons cru devoir prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers la société civile d'un côté, les institutions de l'autre, pour inviter chacun à s'impliquer pour qu'il y ait un dialogue sincère, un dialogue direct, n'est-ce pas, en Guinée, pour qu'ensemble nous construisions quelque chose dans l'intérêt de tous les Guinéens. C'est ce qui a permis, à un moment donné donc, à la société civile de s'impliquer avec les institutions. Mais nous avons tout de suite constaté que certains leaders de la société civile se sont laissés manipuler, se sont laissés même corrompre, et donc ils ont fait l'amalgame. Vous avez dû entendre à un moment donné que nous avons fait la chaise vide lorsqu'on a voulu nous organiser une mamaya plutôt qu'un dialogue. Alors, bref, nous avons eu un premier contact avec le ministre de l'Administration du Territoire, lui au nom du gouvernement et nous au nom de l'opposition. C'était le 17 août. À cette occasion, nous avons déposé un mémorandum dont vous avez le contenu, sur lequel nous avons fait de larges commentaires. Et bien depuis, nous avons observé un mutisme de la part du gouvernement, alors que promesse avait été faite, n'est-ce pas, de soumettre notre document au président de la République ainsi qu'aux membres du gouvernement pour une prompte réaction, surtout pour permettre, n'est-ce pas, aux deux parties d'être autour d'une table pour trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Alors, nous sommes revenus à la charge. Encore une fois, c'était le 5 septembre, pour écrire une autre lettre, pour rappeler, n'est-ce pas, au ministre que nous sommes pris par le temps, nous devons réunir toutes les conditions pour la transparence et la liberté du scrutin législatif qui nous attend. Alors, nous avons reçu une lettre réponse qui est carrément un rejet catégorique de toutes les revendications que nous avons faites. C'est comme si le ministre nous disait, écoutez, c'est bien, on vous a écouté, mais en fait, tout ce que vous avez dit, c'est un non-recevoir. Et la réaction que nous avons observée hier, parce que c'est par la voie des médias que nous avons appris que la date du 19 a été choisie par la CENI pour l'organisation des élections législatives. Alors, on est donc arrivé à la conclusion que et la CENI d'un côté et le gouvernement, en tête le président de la République, ont tous choisi d'ignorer l'existence d'une opposition en Guinée. Et nous traitent même avec mépris comme si nous étions la paria désormais. Nous avons donc cru devoir nous réunir aujourd'hui au siège de l'UFR, tous les membres du collectif au complet, pour examiner la situation et prendre les décisions qui s'imposent. Et bien, la décision que nous avons prise, c'est que, au regard de la Constitution et des lois de la République, nous devons commencer par exercer, dans les limites, n'est-ce pas, de la loi, nos droits constitutionnels de montrer notre différence. Et comment? En faisant des manifestations, en faisant des meetings. En tout cas, nous entendons commencer ce vaste programme à partir du 27 de ce mois. Et nous le voulons de façon
États-Unis d'Amérique qu'en Europe et partout ailleurs où nous avons des Guinéens, nous voulons des massives manifestations à commencer par ce jour 27 septembre 2011. Ça sera la même chose à l'intérieur du pays et bien entendu ici à Conakry. Nous entendons rester dans ces manifestations aussi longtemps que nous ne serons pas entendus comme opposition légitime dans ce pays qui exprimons, n'est-ce pas, qui exprime les préoccupations réelles de ce pays et qui a le souci de la paix dans ce pays. Parce que si nous n'avons pas toutes les garanties de transparence, nous pouvons nous attendre à des conflits post-électoraux. Ce que nous ne voulons pas pour notre pays parce que nous tenons à la paix dans ce pays. Voilà en fait, résumé, la raison pour laquelle vous avez entendu parler de la décision sage et responsable du collectif de nous faire entendre. On a utilisé beaucoup le dialogue, on a essayé de faire ramener les gens à la raison. Nous n'avons pas réussi. Eh bien, nous avons des droits constitutionnels que nous allons exercer dans les limites des droits. Les marches pacifiques seront organisées à partir du 27 et resteront jusqu'au moment où nos revendications seront faites. Docteur Fayam Inemona, est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci est voulu par le pouvoir, en fait, d'enfermer le docteur Fayam Inemona? Pourquoi pas? Je n'ai pas compris votre question. J'ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que tout c'est une provocation du pouvoir afin donc d'enfermer l'opposition en prison, hein? Pourquoi pas? Vous ne craignez pas que c'est peut-être un piège? Bon, si c'est un piège, que cela soit un piège, je crois que l'opinion nationale et internationale a été suffisamment prise à témoin pour dire qu'aujourd'hui en République de Guinée, je vais vous donner un exemple. Nous étions aujourd'hui à la rencontre du collectif et nous avons reçu la visite, n'est-ce pas, d'un confrère africain. Il est d'origine burundaise, qui réside à Genève et qui travaille au compte d'un organe de prévention des conflits et qui est venu dans notre pays où il a séjourné, si vous voulez, c'est le dernier jour aujourd'hui, 5 jours, pour évaluer, n'est-ce pas, le processus de réconciliation dans notre pays. Mais alors, lorsque nous l'avons écouté, et pour nous qui avons pris le courage d'en parler depuis ces années, pour dire que nous avons des problèmes, on doit faire face à ces problèmes-là. Lorsque nous l'avons écouté, en fait, voilà comment il a résumé, n'est-ce pas, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu en Guinée. C'est que nous sommes au bord de l'explosion. Il pense que toutes les conditions qui avaient été réunies pour une explosion au Burundi il y a des années sont aujourd'hui présentes en Guinée. Et c'est pratiquement la même chose aussi un peu en Côte d'Ivoire. Que nous avons en place. Excusez-moi? Oui, allez-y. J'ai dit que c'était pratiquement un peu la même chose aussi en Côte d'Ivoire. On parle certainement, j'allais revenir aussi avec vous, un peu de ce serment, de cette cellule qu'on met en place pour une étude pour, certainement, pour le serment. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez revenir un peu sur ça. Hein? Sur le serment? Oui, le serment, c'est-à-dire que le ministère, c'est tellement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hein, qui a donc créé, si vous voulez, le serment, une institution universitaire de formation, de recherche autonome de la dimension sous-régionale pour exactement, pour magnifier le Mandinka, Mandinko et Mandinka. Ça, c'est une autre dérive, parce que quand je vous ai dit que, en fait, en République Guinée aujourd'hui, malheureusement, pour tous les Guinéens qui m'écoutent, nous avons vécu dans ce pays-là. Nous connaissons qu'avant, il y avait des débuts de problèmes d'ordre ethnique dans notre pays. Mais s'il y a un grand bilan du professeur Alpha, c'est qu'il a réussi véritablement à créer une division qui devient de plus en plus profonde. Si nous ne faisons pas attention, c'est tout le monde qui va perdre. Parce que s'il y a explosion, personne ne sortira gagnant. Alors, effectivement, on va de dérive en dérive. Les décisions telles que nous les avons connues sous le régime du PDG-RDA, pour ceux qui ont vécu en Guinée, c'est-à-dire que des idées naissent, on dort, on rêve, le matin, on prend une décision, un décret, et puis on commence.
les langues nationales seraient introduites dans l'enseignement en Guinée à partir de l'ouverture prochaine. C'est de la même façon qu'on a décrété ça dans les années 60, et ce qui a donné lieu à quoi? À un affaissement de l'enseignement dans notre pays, parce que au moment où cette décision a été prise, et encore aujourd'hui, nous n'avons pas encore doté nos langues, n'est-ce pas, d'outils nécessaires, n'est-ce pas, de qualité nécessaire pour véhiculer, n'est-ce pas, la vérité scientifique. Alors, il devait y avoir aujourd'hui des centres de recherche qu'on devait mettre en place pour mieux étudier nos langues d'un point de vue scientifique et essayer de doter nos langues de capacités de véhiculer, n'est-ce pas, les connaissances scientifiques. Au lieu de s'attaquer à cela, eh bien, au moment où nous n'avons ni manuel dans nos langues nationales, nous n'avons aucun outil, on n'a aucune préparation des enseignants à enseigner dans les langues nationales, eh bien, à partir de l'ouverture prochaine, le ministère de l'Éducation, sans consultation aucune, parce que c'est comme si les parents d'élèves en Guinée, la société dans son ensemble, n'étaient pas intelligents, et donc on décrète les choses et on commence à la mettre. Oui, mais docteur Faya, en fait... également, encore une fois, la cause des dérives. Oui, on nous a parlé d'institutions, effectivement, pour promouvoir une langue. Je rappelle qu'à République de Guinée, il y a au moins une vingtaine d'ethnies. Et lorsque le PDG était là, il y avait au moins 8 langues nationales dans lesquelles l'enseignement se faisait. Ce sont des questions très sensibles. Lorsqu'on veut les aborder, ça demande une consultation minimale. On ne décrète pas ce genre de choses, on ne les impose pas. On ne peut pas diriger un pays par la coercition, on dirige un pays par la négociation. La loi, encore une fois, ne doit pas être considérée comme un encombrement, comme le montre le professeur Alpha et son gouvernement. Voilà autant de frustrations que la société guinéenne vit aujourd'hui, alors que nous espérions, n'est-ce pas, qu'après ces élections-là, nous serions dans une situation qui changerait complètement le cours des choses dans notre pays. Mais on est en train de nous enfoncer. Et notre confrère africain du Burundi, il nous a dit, c'est vrai que certains émettent l'argument qu'on n'a pas besoin de réconciliation en Guinée parce qu'il n'y a pas eu de guerre, mais que lorsqu'il observe la figure des Guinéens à Conakry, où est supposée être la chose la plus importante partie des richesses de ce pays, il voit la misère à un niveau tel que même si la guerre n'a pas été ouverte en Guinée, une guerre a bien eu lieu dans notre pays. Parce que la paix dans un pays, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est l'existence de justice. Pourquoi on est riche naturellement et nous sommes si misérables, n'est-ce pas, au quotidien? Voilà une question qu'il faut se poser et essayer aujourd'hui d'aborder cela sans partisanerie pour que nous réconcilions les Guinéens avec nos valeurs, que nous réconcilions les Guinéens, n'est-ce pas, par rapport aux principes qui nous réunissent. Mais au lieu de cela, il n'y a aucun débat aujourd'hui en Guinée. Nous avons un gouvernement et un président qui continuent à diviser les Guinéens, mais maintenant il a trouvé que tous les autres Guinéens se sont demandés et par opposition au pays. Je ne crois pas qu'on avait pensé descendre aussi bas qu'en Guinée. On crée des conditions aujourd'hui d'aboutir à un affrontement dans notre pays. Voilà, n'est-ce pas, les questions d'irresponsabilité qui frustrent et qui font que l'opposition à laquelle j'appartiens pense qu'il est de notre droit de ne pas laisser enfoncer le pays et nous devons interpeller les autorités et sensibiliser la population à cette question-là pour éviter que le pire n'intervienne. Docteur Faya, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une complicité passive et active, j'allais dire, de nos frères, de nos intellectuels de la Haute-Guinée, puisque M. Sidya Touré pense qu'entre 80 et 90% des nominations concernent seulement une seule région? Pourquoi nos frères de la Haute-Guinée ne tirent pas sur la sonnette d'alarme, ne disent pas au professeur Alpha Condé ce que vous êtes en train de faire n'est pas du tout bien pour la Guinée? Je veux vous dire, ils ne sont pas peut-être audibles. Certains ont peur de l'exprimer, de défendre, mais le malaise est là. Le malaise est véritablement là. Moi, il m'arrive de rencontrer des gens qui sont autour de Alpha et
des gens qui donnent, n'est-ce pas, leur appréciation des choses. Ils sont gênés. Hein. Il y a des compatriotes aujourd'hui de la Haute-Guinée, hein, des Malinqués, qui sont gênés dans cette situation-là. Aujourd'hui, en fait, pour être nommé à une position, on regarde qui vous êtes né, à quelle ethnie vous appartenez, à quel parti politique vous appartenez. Encore que si c'était seulement à cause des partis politiques. Mais lorsqu'on doit exclure quelqu'un à cause de son appartenance ethnique ou régionale, je trouve que c'est dangereux pour un pays. Si nous ne prenons pas les dispositions pour y mettre fin, et tout de suite, nous nous exposons à des problèmes très sérieux. Ceci pour dire que les compatriotes, de toutes les régions d'ailleurs, pas seulement de la Haute-Guinée, de toutes les régions, nous avons un devoir aujourd'hui vis-à-vis de l'avenir de ce pays, d'avoir le courage de dénoncer ce qui mérite d'être dénoncé, parce que, comme je l'ai toujours dit, Alpha a une conception de la République de Guinée qui est des plus dangereuses de l'histoire de ce pays. En fait, il est sur la voie de créer une situation de Hutus et de Tutsis en République de Guinée. Nous ne devons pas l'accepter, nous devons le combattre, nous devons le faire au-delà de la partisanerie. C'est toute la Guinée qui va gagner au bout. Sinon, si nous choisissons de nous taire devant l'injustice, devant l'exclusion, nous n'aurons de résultats que ce que nous allons tous déplorer en tant que pays. Docteur, la dernière question, puisque nous avons demandé seulement 10 petites minutes, par rapport aux accusations du chef de l'État qui a accusé donc seulement des hommes d'affaires, des politiciens, et puis 2 pays, à savoir donc la Gambie et le Sénégal, a accusé aussi l'un des numéros 2 de l'UFDG, accusé M. Thibou Camara, M. Diallo Sadakadi aussi d'être de complicité, d'assassinat contre sa personne. Hein. Quelle lecture vous faites un peu de tout ça? C'est le ridicule, Jacques. C'est le ridicule. Quand moi j'ai lu cette interview-là, j'ai compris que la Guinée est très, très, très mal partie. Très mal partie. Parce que lorsque cette tentative d'assassinat a eu lieu, si réellement il y a eu tentative d'assassinat, nous avons entendu le président intervenir sur les ondes de la radio internationale RFI. Il y a une seule chose, un élément qui avait rassuré. Et nous, du collectif, nous avions pris acte. Quand il a dit que tout le monde soit calme, que tout le monde soit serein et qu'on laisse la justice faire son travail. Même si dans cette première déclaration, déjà, il avait commencé des insinuations communautaristes qui étaient de nature à inviter de façon sournoise que certains attaquent d'autres, heureusement que les Guinéens sont mûrs pour l'instant de ne pas franchir le pas. On n'y est pas arrivé. On a essayé de manipuler même la présentation des présumés coupables, lorsque les gens qui ont été arrêtés. On en a fait une présentation avec une manipulation communautariste. Les Guinéens, encore une fois, ont compris qu'il y avait un jeu qu'on était en train de faire pour mettre en mal cette population guinéenne, qui n'a pas réussi. Aujourd'hui, nous avons près de 40 personnes qui sont arrêtées, qui sont dans les prisons de Conakry, qui sont certains déférés, n'est-ce pas? On attend encore de savoir à quelle date ces gens-là vont comparaître pour la première fois pour entendre les chefs d'accusation contre eux. Puisque nous nous sommes engagés dans une lutte pour la démocratie, mais également pour un état de droit, ce genre de choses ne peuvent pas être faites à huis clos. C'est pourquoi dès le début, nous avons exigé une commission nationale d'indépendance. Nous n'avons pas été en et les choses se font dans une opacité indescriptible. Alors, dans un pays où la justice n'est pas indépendante, et tout le monde le sait, les exemples sont nombreux. Je vous l'ai déjà dit lorsque la dernière fois j'intervenais, le procureur qui a accepté la plainte que nous avons déposée contre Fassine Touré a été affecté. Le monsieur qui a accepté la plainte déposée pour la mort, pour l'assassinat de Zakaria Diallo a été affecté. Nous sommes dans une situation où la justice n'est pas indépendante. Elle est aux ordres du président.
Alors, pourquoi ne pas laisser la justice alors faire le travail? Pourquoi guider la décision de la justice? Pourquoi on n'a pas libéré alors ceux qui sont à Conakry si le président est si sûr que les commanditaires de cette soi-disant attaque sont Baouri, Tibou Kamara et puis Sadakaï? Je crois que c'est une manière de faire descendre trop bas notre pays. Il est allé loin jusqu'à accuser, n'est-ce pas, le Sénégal et la Gambie. Cela nous a rappelé quoi? Nous, quand nous étions petits, que lorsqu'on criait des slogans à bas au Fête Boigné, à bas Saint-Corps, lorsque nous étions enfants. On sait ce que cela a coûté à notre pays. Nous avons des millions de Guinéens qui résident au Sénégal. Nous avons des centaines de milliers de Guinéens qui résident en Gambie. Il faut tenir compte de la vie de ceux-là. Qu'on n'intervienne pas en lançant des accusations quand on n'a pas de preuves. Alors, en tout cas, quand personnellement j'ai entendu ça, j'ai vu que ce pays-là, qui attendait de voir pour la première fois, après 53 ans d'indépendance, un leader qui allait changer le cours des choses, et nous sommes enfoncés encore davantage. Aujourd'hui, nous dégainons de jour en jour l'arrivée, en fait. Alors, docteur Fayam, nous n'allons pas tellement prendre votre temps. En tout cas, bon courage. Et c'est tellement votre dernier mot. Hein. Le dernier mot, vous avez dit le 27 et le 28, voilà, il y aura une grande marche. Je pense qu'au niveau aux États-Unis, on parle du 28 aussi, une grande marche. Voilà. Allez-y, hein, je vous donne la possibilité de vous adresser à toute cette diaspora africaine qui vous écoute ce soir. En tout cas, je dis merci à tous les compatriotes, à tous les confrères africains qui nous écoutent. Le défi, il est grand hein, sur notre continent. Là-bas, c'est un acquis que, si vous voulez, la loi, ça doit être respecté par tout le monde, y compris par Obama. Mais ici, la loi, elle est faite encore pour des plus petits dans la société. Et nous sommes dans une situation où la partisanerie se consomme aujourd'hui à toutes les sauces. Aujourd'hui, les Guinéens ne se regardent pas et voient l'un en l'autre une valeur, mais voient l'un en l'autre un ennemi. Nous sommes effectivement, comme notre confrère burundais nous le disait aujourd'hui, au bord de l'explosion. Si nous ne faisons pas attention, si ça arrive, c'est tout le monde qui va en pâtir. Je prie que cela n'arrive pas à notre pays. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun. J'en appelle à l'esprit patriotique de tous les compatriotes qui m'écoutent. Chacun a une influence et qu'on fasse comprendre, n'est-ce pas, au professeur Alpha ainsi qu'à son gouvernement que l'objectif qui devait se fixer ne doit pas être, n'est-ce pas, celui de mettre en mal les Guinéens les uns avec les autres, mais de créer des conditions de bien-être du Guinéen. Aujourd'hui, on est loin du compte. La division, elle est profonde. On ignore, on diabolise l'opposition, alors qu'on a une charte des partis politiques en République de Guinée qui définit clairement le statut de l'opposition, qui ne doit plus être traité comme la paria. Qu'on se rappelle que chacun de nous, là-bas, à Washington, à New York, à Bruxelles, comme à Paris, nous avons marché pour réclamer un jour ou l'autre la libération de quelqu'un qu'on appelait Alpha, l'opposant. Aujourd'hui, que Alpha, le président, voit la Guinée, n'est-ce pas, c'est pas moi, de quelle façon. Nous devons tous nous lever, au-delà du fait ethnique, au-delà du fait régional, pour comprendre qu'une seule chose compte, la République de Guinée. Si nous ne nous levons pas pour la sauver, si nous ne nous levons pas pour interpeller, n'est-ce pas, les dérives, le gouvernement face à ces dérives, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et j'invite donc chacun à répondre massivement à partir du 27 pour envoyer un message fort au président Alpha et à son gouvernement que plus jamais nous n'accepterons une dictature dans ce pays, que la loi ne doit plus jamais être considérée comme un encombrement, que la gestion d'un pays ne doit plus se faire par la coercition, mais par la négociation. Nous sommes en train de faire l'effort à l'intérieur du pays. Les émissaires sont en train d'être envoyés. Nous comptons sur l'esprit patriotique
patriotique de chacun pour qu'un message fort soit envoyé à partir du 27. Et du 27 jusqu'à ce que le cours des choses change dans notre pays, nous pensons que nous sommes prêts à prendre les risques, quel que soit le risque. Merci beaucoup, Dr Fayamine Mono. En tout cas, bon courage, Dr Fayamine. Merci bien, merci.